football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut tout le monde, bienvenue de nouveau sur ce magnifique plateau de la zone. Vous y êtes habitués maintenant depuis 2 émissions. Voilà, on s'est mis en mode euro et on est au lendemain du match de l'équipe de France et le match nul 0-0 face aux Pays-Bas. Vous voyez, on est très bien accompagné, évidemment avec les zonards habituels, capitaine Bobo et Jo Bellin. Messieurs, comment ça va? Impeccable, en pleine forme. C'est l'été. C'est l'été. D'où la chemise Côte Je de suis Maille. épuisé de 7 euros. J'ai 50 matchs là en 10 jours. Je suis épuisé. Écoute, ça ne se voit pas, tu rayonnes. Mon Bobo, comment ça va? Écoute, chemise Côte de Maille, parce que j'ai reçu un message dress code de Jo Bellin qui m'a dit Côte de Maille aujourd'hui. Bah, fallait me dire. Bah non, mais j'en ai une pour toi. Ah bah ouais, bah si vous voulez, moi je veux bien la mettre pour la deuxième partie de l'émission. Avant de commencer cette émission, je voulais quand même vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ouais, Exact. J'avais une petite patate Non, chaude mais dans c'est la vrai, bouche. t'as Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vois qu'on approche vraiment les 260 000 abonnés. Et puis vous êtes encore de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos. Là, j'ai jeté un œil sur l'entretien qu'on a fait avec Éric Roy. On avoisine les 300 000 vues, ce qui est quand même non négligeable. C'est totalement mérité. Ouais, à l'image Parce que l'entretien est fantastique. Ouais. Donc, à l'image de l'entraîneur et de l'humain qu'est Éric Roy. Émission, j'allais dire particulière, non, mais bon, vous vous en doutez un petit peu, on est au lendemain du match nul de l'équipe de France. On va faire un gros débrief de ce match nul et vierge, le premier 0-0 de la compétition. Il est pour les Bleus de Didier Deschamps. Rapidement, vous avez regardé où le match hier? maison. Chez moi. Ok. Pareil. Bon bah voilà, à domicile pour tout le monde. On lance l'émission? Ouais. Let's go! Je vous le disais, on est au lendemain du match nul et vierge de l'équipe de France face aux Pays-Bas, 0-0. On est donc samedi et à l'heure où l'on se parle, le Portugal a battu la Turquie 3-0 et donc il reste un match ce soir, celui de la Belgique et la Roumanie. Ouais, exactement. Donc on ne sait pas encore ce qui va se passer pendant ce match. Non, évidemment. C'est sûr. On ne sait pas encore à l'heure où l'on se parle parce que voilà, la Belgique et la Roumanie, la Turquie et le Portugal font partie des adversaires potentiels en cas de qualification de l'équipe de France pour les 8e de finale. Votre réaction à semi-chaud de ce match nul, est-ce que, mon Jo, cette équipe de France t'a plu hier soir? Est-ce qu'elle t'a inquiété? Dis-moi tout. Déjà, avant toute chose, il faut quand même dire que la zone est le seul endroit en France qui a trouvé que Rabiot jouerait ailier gauche. Il faut quand même le dire. Je l'ai entendu nulle part. On a mis une petite piécette dessus. On s'était dit, est-ce que Didier Deschamps va un petit peu faire appel à ses vieux démons? Du coup, on s'attendait à se faire un peu mal en regardant ce match, en ayant une équipe assez défensive, peut-être trop défensive. Mais au final, je trouve que la France a été quelque peu supérieure aux Pays-Bas. Voilà, donc, en termes d'occasion franche, en tout cas, c'est vrai que les plus grosses en termes occasions. De domination, en termes de puissance, en termes de beaucoup de choses. Après, c'est pas le football qu'on aime forcément quand on voit l'Espagne, quand on voit les autres équipes qu'on a envie de supporter, mais qu'on ne peut pas supporter. Donc voilà, mon avis un peu tristoun, quoi. Pour toi, Bobo, qu'est-ce qui a fonctionné hier? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? C'est un peu difficile de juger ce match-là, parce que je trouve que les Pays-Bas ont montré aucune intention aussi de prendre le jeu à leur compte. Quand on voit le premier match de la France et quand on voit le second, ils se ressemblent un petit peu, tu vois, sur ce côté aller de l'avant. On a le sentiment que c'est pas trop dans les objectifs de Didier Deschamps et qu'il veut asseoir une défense de fer. On s'était dit dans l'émission de préparation de cet Euro-là que tu vois, sur l'Euro, c'est quand même la défense qui prévaut en général, et on voit clairement que Didier Deschamps, il a mis tous ses jetons sur cette option. Du coup, on était un peu supérieur, mais on va pas se mentir, je me suis quand même un peu fait yesh et j'avais l'impression de regarder notre PSG Dortmund PSG avec tout tu peux jouer pendant 200 ans et on va pas marqué parce que... on parle directement de Dembélé ou on attend encore? Non, je parlais en général, tu vois, sur le sentiment général, tu vois, en fait, t'as du mal à t'emballer, à y croire, il se passe pas grand-chose. Alors, quelques opportunités, mais rien pour vraiment kiffer, quoi.
J'avais une question en tête, ça y est, je l'ai oublié. Non, est-ce qu'elle vous a surprise la réaction d'après-match de Didier Deschamps qui dit qu'il est très content de son match et de son équipe, qu'il a manqué juste un petit peu d'efficacité? Je comprends qu'il dise ça parce que au final, tu es invaincu, tu as des occasions exceptionnelles que si Griezmann n'est pas down physiquement, il en met une ou deux, Griezmann. Donc, il a quand même 3 occasions franches. Hein. Ouais, et puis non, mais il doit en mettre au moins 2, tu vois, sur les même 4. Donc voilà, tu te dis que dans un autre monde. Ah oui, je croyais que tu parlais pour Griezmann, oui, d'une. Non, je parle pour Griezmann. Hein. Excuse-moi. Non, mais allez-y, faites l'émission tranquillement. Non, mais je pense que tu peux gagner 2-0 le match tranquillement, tu vois. Après, oui, j'aurais préféré quand même voir d'autres joueurs que les 3 offensifs qu'on a vus, quoi. C'est ça qui me pose vraiment problème. Justement, on va revenir sur cette compo. Déjà, est-ce que toi, Bobo, tu as été un petit peu surpris de voir j'arrive pas vraiment à décrire ce système. Est-ce que c'était un 4-4-2, un 4-4-1-1 avec un Griezmann un peu en 10, 9,5 derrière Thuram, oui, ou un 4-2-3-1 avec donc Rabiot plutôt exilé sur un côté gauche pour faire rentrer Tchouaméni à sa place aux côtés d'N'Golo Kanté. Alors c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé au lendemain de la victoire face à l'Autriche, mais est-ce que tu as été quand même un peu surpris de voir ça? Est-ce qu'on peut vraiment être surpris après la discussion qu'on a eue ici, tu vois? Ben non, je n'ai pas été vraiment surpris. En fait, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais je n'ai pas été surpris, dans l'absolu. Je m'attendais, enfin, quand je dis je m'attendais, ce que j'aurais voulu, mais j'ai pas été surpris. Et la seule surprise pour moi, c'est la présence de Tchouaméni dans ce milieu-là, où je trouvais que, du coup, tu te grillais un peu une cartouche dans ton animation. Et nous, on avait parlé de Camavinga, et je reste persuadé que ça aurait été un peu plus intéressant avec Camavinga au poste pour poste sur Tchouaméni, tu vois. Surtout que Rabiot Kanté, c'est ce qui avait le mieux fonctionné. Non, mais c'est même pas ça, c'est que tu joues avec 1-6, pas 2-6, et c'est ou Kanté ou Tchouaméni. Et vu le match de Kanté, je suis désolé pour Tchouaméni, que j'aime deuxième énormément. Deuxième fois d'affilée, homme du match. Non, mais j'aime énormément Tchouaméni, le joueur, au Real ou avant. Mais à côté de Kanté, là, c'est... Tu peux pas, quoi. C'est ou l'un ou l'autre, sinon c'est trop, quoi. C'est trop défensif. Et pour toi, Joël, alors bonne ou mauvaise idée donc ce système-là et d'exiler Rabiot comme ça en mode un peu fait, c'est pas ça, c'est que milieu excentré gauche. J'ai pas envie de l'appeler gauche. J'ai pas très bien compris pourquoi est-ce qu'il avait fait ça après coup, tu vois. Parce qu'en fait, je me dis, ce qui a le plus fonctionné au premier match contre l'Autriche, ça a été ce milieu à 3. On l'a dit, même derrière, il y a eu 2-3 hésitations sur la charnière centrale. Mais je trouve que à partir du moment où tu as tes 3 au milieu, tu touches plus à tes 3 au milieu. Et j'aurais éventuellement changé, avec la perte d'Mbappé, 2 voire 3 joueurs devant. C'est ça qui m'aurait... Parce que les 3 n'ont pas été bons au premier match, que ce soit Thuram, Mbappé ou Dembélé. Donc pour moi, j'aurais vu... Si c'est pour faire ça... Bon, après, on parlera, je pense, des joueurs un peu individuellement, mais si c'est pour faire ça, Thuram, mais Giroud, alors à ce moment-là. Parce que c'est le même qu'il faudrait faire la même chose avec une meilleure qualité de finition. Donc c'est ça que je ne comprenais pas. Dembélé, c'est pareil. Dembélé, ça fait 10 ans qu'on attend qu'il soit régulier. Tu vois, on est là vraiment, c'est sur le cas Rabiot, tu vois. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est... mais je vais aller beaucoup plus loin que ça sur le cas Rabiot. Rabiot, on doit lui donner... Ouais, non, mais ça. On doit lui donner les clés du camion. C'est-à-dire que Griezmann n'est pas au niveau physique attendu. Ça fait 6 mois qu'il n'est pas au top. On l'a vu sur les 2 premiers matchs, physiquement, il a beaucoup de mal à passer la demi-heure de jeu. Au début du match, il est fringant, il est là, tout ce que tu veux, mais à chaque action, il est en fin de course et il est au bout. Et tu ferais quoi? Tu mettrais je me demande s'il y a eu un plan B en se disant, voilà, si Griezmann n'est pas au top, on fait comment, tu vois? Là, pour moi, sur les 2 premiers matchs, c'est Rabiot qui doit être le leader de l'équipe, même le leader technique du jeu, de l'animation, de contrôler du rythme, de tout ça, tu vois. Et t'enlèves Griezmann du 11 de départ? Je sais pas si je l'enlève, mais je me dis juste que il n'est pas au top. Franchement, hier, il doit sortir à la 60e, Griezmann. Et c'est pas grave de le sortir. C'est pas grave. C'est un groupe. Il est capitaine sur le match. Mais tu n'as pas d'option B, en fait. C'est pour ça que moi, j'aurais laissé Rabiot au milieu, parce que Rabiot, avec Kanté, c'est l'homme fort de l'équipe depuis le début de la compétition. Donc c'est pour ça que j'ai pas compris la modification du milieu. Bobo, pour toi aussi, ça dessert un peu, déjà d'un point de vue personnel, Rabiot de le mettre là, mais aussi l'équipe de France, de manière générale, de le mettre côté gauche.
Je trouve qu'on perd de son rayonnement. Tu vois, à chaque fois qu'il a dézonné, qu'il est revenu dans l'axe, il était monstrueux. Ouais. Et finalement, tu vois, il y a un truc un peu à contre-emploi que de l'avoir vraiment mangé la ligne à des moments. Parce que quand il est collé à la ligne, c'est pas lui qui va faire... Alors, techniquement, il est très à l'aise, mais c'est pas lui qui va faire des différences, tu vois, balle au pied, d'accélérer, d'aller gagner des 1 contre 1. Donc, au final, on l'a vu faire ce qu'il fait de mieux, de revenir très, très souvent dézonné. C'est plutôt sur le plan défensif, après qu'il venait serrer et il venait boucher les trous, donc il y avait un trou à gauche à boucher, c'était son rôle, il l'a fait, il l'a très bien fait, mais ce qu'il a le mieux fait à chaque fois, et là où je l'ai trouvé vraiment très impressionnant, c'est quand il se réaxe. Et là, techniquement, il est au-dessus, physiquement, il est au-dessus, le volume de jeu et des courses, il est au-dessus. Enfin, tu vois, il joue tête haute, il fait les bons choix. Vous avez vu les stats, je pense, non ? Vous avez vu les stats de Rabiot, 100% de passes réussies, 100% de duel gagné, 100%, enfin, hallucinant. C'est monstrueux, hein, tu vois. Mais bon, il rate cette passe, enfin, je sais pas pourquoi il fait une passe à Griezmann de le marquer. Moi, ça m'a pas étonné de le voir faire cette passe. Il est à 6 mètres, il peut la mettre quand même. Oui, mais bon, pour moi, c'est un but un petit peu à la FIFA, quoi. Ouais, comme le but d'aujourd'hui de Ronaldo, la passe pour... Après, j'ai l'impression que lui-même, il est en bout de course. Tu sais, il la donne du droit, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, tu vois, peut-être qu'il n'arrive pas à la mettre du gauche, enfin, tu vois, qu'il ne peut pas tirer comme il voudrait, qu'il est vraiment... Et il n'ose pas tacler pour tirer. Moi, je le vois que comme ça. Hein. Il y a un truc un peu de la position de son corps qui fait qu'il tente cette passe-là, parce que c'est peut-être plus facile pour lui. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas lui tomber dessus sur ce truc-là, je trouve. Et je voudrais revenir sur ce que disait un peu Jo sur le cas Griezmann. Alors, oui... c'est un des gris-gris, un des chouchous de Didier Deschamps, un des hommes de base de son effectif et de son 11 titulaire. On sait que c'est le vice-capitaine de l'équipe de France. Quand il n'y a pas Mbappé, c'est lui qui porte le brassard. Mais là, on a un match très, très important contre la Pologne, qui est déjà éliminé, mais qu'on avait... éliminé et qu'on avait balayé plutôt assez facilement lors de la dernière Coupe du Monde. Donc, à coup sûr, ils auront envie aussi d'embêter les Bleus. Voilà, c'est vrai qu'il paraît un peu emprunté déjà dès le premier match face au défi physique imposé par l'Autriche, idem face aux Pays-Bas. On l'a vu dans le dernier jet, c'est lui a un petit peu de mal, il a du mal à exister, donc allez, passer la demi-heure de jeu ou au moins en deuxième mi-temps. Qu'est-ce que vous faites avec Griezmann et on se projette un petit peu face à la Pologne ? Est-ce que vous le gardez dans le 11 ? Est-ce que vous le mettez un peu de côté ou alors vous lui donnez moins de responsabilités et vous permettez à d'autres de rayonner un peu plus que lui, de briller un peu plus que lui ? C'est pas évident quand même, parce que c'est quand même ton capitaine, ton leader. Je pense que de toute façon, quoi qu'il se passe, Griezmann comprendra. Et c'est très intéressant de pouvoir lui dire, écoute, on est qualifié à 98% de chance, on a 4 points. Il y a un objectif, c'est d'aller loin dans la compétition, c'est que toi, tu te sois athlétisé au maximum. Tu prends le risque de le faire jouer en sachant que tu vas passer. Après, certes, il faut être premier, mais je veux dire... je ne sais pas si je le fais démarrer, tu vois. Je ne sais pas si je ne mets pas un autre milieu, un autre 8, un Camavinga à sa place pour avoir un peu plus de volume de jeu encore au milieu. Mais en tout cas, je ramène Rabiot au milieu, ça c'est sûr, parce que c'est Rabiot le leader de l'équipe. J'aime bien, tu sais, partir dans une compétition en me disant, voilà, c'est lui qui va nous emmener. 98, c'est Zidane. En 2018, c'est Pogba pour moi qui nous emmène dans l'idée. En 2022, ça a été Griezmann, par exemple. Enfin, il y a plein de... Là, je me dis... Là, tu sens que c'est Rabiot. Là, je sens que c'est Rabiot. Ah oui, je pense que sur le match d'hier, sur les 2 premiers matchs, d'ailleurs. Tu as Kanté qui est monstrueux, mais Kanté, c'est pas lui qui va être responsable de l'identité technique de l'équipe. Un Rabiot, c'est lui qui va donner le tempo, qui va organiser le jeu, comme on disait tout à l'heure. Pour moi, le jeu doit passer par Rabiot. Toi, Boris, est-ce que... voilà, on avait un petit peu... émis cette hypothèse que Deschamps serait tenté de mettre Rabiot au couloir gauche. Est-ce que tu penses qu'il pourrait être tenté dans une mesure peut-être aussi volonté de gérer et de faire souffler Griezmann, de le mettre sur le banc face à la Pologne ? Est-ce que tu penses qu'il serait tenté de faire ça ? Ça serait pour moi la seule explication qui ferait qu'il le met pas titulaire. Je pense que tactiquement et techniquement, il voudra pas s'en priver. Après avoir... Et il a raison. Mais je le ferai, moi, pour cette raison-là, je le ferai pas sortir. Après, sauf si
et il y a un truc qu'on ne maîtrise pas bien, c'est son état de forme. Il se dit que le faire souffler sur ce match-là, c'est la solution pour l'avoir dans une forme optimale à partir des 8e. Il se plaignait des champs du fait que aussi la France avait eu 1 jour et demi de récup en moins 36 versus les Pays-Bas et que du coup peut-être que ça va compter, je sais pas, mais après techniquement et tactiquement moi je l'enlèverai pas, je reviendrai à 3 au milieu en ayant Rabiot tu vois, dépositaire du jeu avec Kanté à côté de lui, et s'il met Griezmann, il met Griezmann, tu vois. Après sinon moi je le fais, s'il est trop cuit tu mets Camavinga, où tu sais qu'il va y avoir du volume de jeu et puis qu'il y a de la projection, que ça soit Kanté ou Camavinga, il y a de la projection. Kanté on l'a vu sur les 2 derniers matchs, si tu regardes le Real Madrid, il y a de la projection partout. Le Real Madrid, qui est une référence dans lequel jouent Tchouaméni et Camavinga, il joue avec Kroos en organisateur, qui peut être un peu un Rabiot, en toute proportion gardée, mais je veux dire en termes d'athlète, je veux dire, tu vois, c'est pas un mec qui va, c'est pas Modric quoi, Kroos. Non. C'est un peu la même vitesse de jeu que Rabiot. Et puis à côté de lui, c'est ou Valverde ou Camavinga. Et après, tu as un 6. Donc pour moi, ça a du sens. Mais, encore une fois, il faut s'attendre à ce que devant, il y ait beaucoup plus de propositions, beaucoup plus d'appels, de jeux, de vitesse, de technique, de tout ça. Après, le problème, c'est que devant, tu vas te retrouver avec les mêmes difficultés, je pense, que contre l'Autriche, où on va avoir un bis repetita des 3 de devant. Au final, parce que s'il ne peut pas se passer d'Mbappé sur ce match-là, il avait dit que, tu vois, en fonction du résultat du match contre les Pays-Bas, il peut, là. Donc je pense que Mbappé va réintégrer le 11 à gauche, que tu vas, ou dans l'axe. Il peut se passer d'Mbappé, je pense, là. Non, je ne sais pas s'il va s'en passer. J'ai entendu ici et là qu'il y avait une petite Mbappé dépendance, au vu de ce qu'ils ont proposé. Je pense que déjà l'aura d'Mbappé médiatique, le poids qu'il a dans le foot français aujourd'hui, fait que tu vois, il y a un peu l'histoire du sauveur qui est déjà un peu écrite, et que en tout cas lui il va vouloir être là-dedans de toute façon. Ouais. Non mais ça fait partie aussi de. Oui mais bon, les histoires, j'aime bien quand on raconte les. Non mais je vois ce que tu veux dire. J'aime pas trop quand on me dit pendant 3 mois que le PSG va gagner des champions, que Mbappé il va partir en ayant gagné. À un moment donné, je veux dire, quand t'es pas bon pendant 6 mois, ce qui est un peu le cas d'Mbappé. Tu sais ce que Deschamps il va le faire jouer. Non mais peut-être, mais je veux dire, Mbappé aussi, il faut intégrer le fait que il doit faire plus. Ouais, mais... En fait, et en faisant moins sur le terrain. Mais ça, on peut se le dire entre nous. Mais quand je te dis, c'est l'histoire que je raconte là, c'est pas l'histoire que j'ai forcément envie d'entendre. C'est l'histoire que l'équipe de France, elle nous raconte, que Mbappé, il nous raconte, que Deschamps, il nous raconte. Et nous, on est pris dans cette histoire-là. Nous, on est pris dans cette histoire. Encore te faire avoir. Non, mais je dis pas qu'il va nous sauver. Moi, je te dis, j'ai aucune. Là, je donne pas un avis. Je te dis juste le storytelling autour de sa titularisation et que du coup, il va être. Et que je pense que du coup, la question, elle se pose pas vraiment. Moi, je pense qu'il va revenir dans le 11. Il va être titulaire contre la Pologne. S'il y a un risque à prendre pour lui contre la Pologne, tu le fais jouer ? Moi, je ne le fais pas jouer. Non, moi non plus, mais après, je ne sais pas dans quelle mesure. Après, la dernière fois, je prenais l'exemple d'Antoine Dupont. La volonté d'un joueur, elle dépasse tout. Et quand l'aura d'un joueur, comme que ce soit Antoine Dupont ou Mbappé par rapport au groupe... Il a raison. Et du coup, moi, je pense que c'est encore une fois, c'est lui qui décidera. Je pense qu'il a envie, que là, il s'est dit, vas-y, ce match-là, je le laisse passer. Tu vois... Et puis quelque part, il faut aller chercher des points, mais c'est la Pologne, tu vois, donc c'est pas. Aussi, hein, quand même. Et je pense que lui, il a besoin de se rassurer. C'est un match pour marquer. Tu n'arrives pas en 8e avec la pression de ne pas avoir joué, tu vois, et qu'il faudra le remettre dans une dynamique de confiance. Parce que s'il arrive sans avoir joué en 8e, en fonction de l'adversaire, le poids de il faut absolument que je marque, j'ai ces 0 buts à l'Euro. Pour lui, là, l'équipe de France, c'est pas beaucoup de buts non plus. Donc, il va y avoir beaucoup de pression qui va. Autant qu'il joue contre la Pologne et qu'on se dégage de ça, qu'ils mettent un péno et qu'on n'en parle plus, tu vois. Non, mais. C'est grâce à lui que l'équipe de France a marqué face à l'Autriche. C'est lui qui déborde, c'est lui qui il a une passe décisive. Voilà. Merci à vous. On a plein de choses à voir ensemble. On avait évoqué après l'Autriche pas mal de déceptions, surtout sur le trio offensif. Là, Kylian Mbappé n'a pas joué, mais voilà. Qu'avez-vous pensé de Marcus Thuram, d'Ousmane Dembélé? Vous voulez commencer par qui? Là, je le sens chaud sur Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Qui était encore titularisé côté droit. Dis-nous tout. Ousmane Dembélé, depuis qu'il est titulaire en équipe de France, c'est-à-dire depuis la Coupe du Monde 2022, c'est 11 matchs, 1 but contre Gibraltar et 0 passe décisive.
Je pense que vous avez tous vu sa saison avec le Paris Saint-Germain et les 8 années de carrière qu'il a fait. Il finit comme meilleur passeur de Ligue 1 quand même cette saison. Ah ouais, stylé. Et donc, non, mais moi je trouve que son rendement est vraiment trop insuffisant. Objectivement, tu vois, genre c'est pas une question de, c'est juste que c'est pas suffisant. Et quand un joueur est pas bon, eh ben tu le remplaces et tu tentes autre chose. Donc si c'est le cas Dembélé, je suis désolé, mais on a des joueurs qui peuvent jouer à sa place, particulièrement. On a Coman, on a Barcola. Je sais pas, mais après, on Toi, voit, t'as envie on voit de voir pas. qui? Moi, j'ai envie de voir Coman. J'ai envie de voir Coman parce que Coman, c'est quand même l'opposé de la carrière opposée de Dembélé, tu vois. On parle d'un joueur. Moi, j'ai toujours entendu sur Dembélé, ouais, tu verrais Dembélé dans une équipe dominante, etc. Il serait monstrueux. Bah, Coman, dans une équipe dominante depuis 8 ans, il est monstrueux. Et il est juste blessé tout le temps, mais quand il joue, il est buteur en finale de Ligue des Champions. Il est tout le temps décisif. Je sais pas ce que Coman a fait en fait à Deschamps. Ça fait des années et des années qu'il n'est pas titulaire, qu'il joue pas. C'est un joueur de classe internationale, titulaire potentiellement indiscutable au Bayern Munich, qui est un club gigantesque. Je comprends pas. Et on met Dembélé qui fait, allez, je vais sans exagérer, 2 matchs sur 3 de n'importe quoi. Donc moi, ça me pose un problème. Donc ça veut dire, s'il est titulaire contre la Pologne, il sera bon alors. Ce sera son 3e match. Donc... Mais peut-être, mais je vais te dire un truc. S'il marque contre la Pologne et qu'il fait un bon match, je te dirai la même chose. Ce qui me dérange, c'est qu'il n'est pas fiable en fait. C'est pas qu'il soit... Il n'est pas de qualité. Il a des qualités exceptionnelles, mais il est trop irrégulier. C'est pas possible. Pour l'instant, comment tu juges la compétition d'Ousmane Dembélé dans la lignée de sa saison au Paris Saint-Germain, décevante? Est-ce que tu le garderais tout simplement? Est-ce que tu continuerais de le titulariser contre la Pologne? Là où au Paris Saint-Germain, il n'y a pas d'alternative, en termes de capacité d'élimination, etc., à son poste à droite, en équipe de France, il y en a. Et donc, dès lors, ça pose quand même déjà le débat de dire, s'il y a quelqu'un pour le challenger, challengeons-le. Il y a un moment où le football, c'est aussi une affaire de performance et de régularité. Là, il n'y a ni performance ni régularité. S'il était régulier, qu'il n'avait pas de stats, on pourrait dire, bon, s'il n'était pas régulier, mais qu'il était très performant et qu'il avait des coups d'éclat et qu'il amène des buts. Tu vois, ou au moins des différences qui permettent à l'équipe de France de gagner des mètres, de se créer des occasions. Tu vois, si c'est l'avant-dernière passe ou l'avant-avant-dernière, parce qu'il a fait soit. Là, on n'a rien. Et en fait, je me dis juste... ces histoires de dynamique, est-ce que tu veux attendre qu'on se fasse sortir en 8e parce qu'on n'aura pas essayé d'autres alternatives? Ou est-ce qu'on tente quelque chose sur le 3e match? Et je pense que c'est le moment de tenter quelque chose. Est-ce que c'est Coman? Est-ce que c'est Barcola? Est-ce que c'est Coman puis Barcola? Etc. Après, etc., tu vois. au Paris Saint-Germain, Barcola, on a tendance à dire qu'il est bien plus performant et bien plus à l'aise quand il est sur son couloir gauche. Donc est-ce que ce serait une bonne idée de le mettre couloir droit en équipe de France? C'est pareil. Quand tu vois que c'est Rabiot qui est titulaire, tu te dis, mais attends, mais pourquoi tu prends... Ouais. Alors après, il y a un autre délire complet. Que ce soit pour... Je pense qu'on parlera de Colomboigny après, de Thuram après. Ouais. Mais pour moi, il y a un vrai souci de qualité dans nos joueurs sur la ligne offensive. C'est-à-dire qu'en neuf, il y a Giroud qui a 37 ans, qui n'est pas au top de sa carrière parce qu'il ne peut pas jouer 90 minutes quasiment. Tu as Marcus Thuram qui a mis 14 buts cette saison, ce qui est pas extraordinaire quand tu vois toutes les sélections qu'il y a à 7 €. Tu compares les neufs, il y a vraiment des gros joueurs. Et puis sur les côtés, t'as Barcola qui n'est pas un joueur complètement fini. T'as Dembélé très irrégulier, Coman souvent blessé. Tu vois, et Colomboigny qui est pas bon du tout cette saison. Donc tu vois, là on a fait les 6 joueurs. Et sur les 6 joueurs qui sont censés faire les 3 places devant, tu rajoutes Griezmann, ça fait 7 et il n'est pas en forme. Tu te dis que finalement, on n'a peut-être pas une si grosse équipe que ça à passer le milieu de terrain, tu vois. Alors, quelle équipe sur le plan offensif est meilleure que nous? L'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre potentiellement. Intrinsèquement, quand tu regardes les profils de joueurs. Moi, je rejoins complètement Jonathan là-dessus. Les Pays-Bas, je trouve meilleur. Je trouve qu'on a... t'as vu comme ça respire le foot devant? Ça joue, quoi, tu vois. Je dis pas qu'en termes de qualité individuelle, ils sont meilleurs, mais il se passe un truc. Gakpo, je l'ai vu faire des trucs qu'aucun joueur offensif de l'équipe de France n'a fait.
Et je l'ai vu éliminer des joueurs. Et ça a été dur contre Koundé. Koundé a fait un très bon match. Mais je l'ai vu se déplacer avec le ballon un peu comme Rabiot. Memphis, il a été en difficulté. Memphis, je suis d'accord. Totale. Et Xavi Simons, j'ai trouvé. Mais Xavi Simons, il marque. Ouais. Puisqu'il amène ça pour vous, vous auriez accordé le but ou pas, tout simplement? Oui. Non. Alors, donc toi, plutôt d'accord avec. Mais on va quand même dire ce qu'on a parlé avant l'émission. Donc il faut savoir un truc, c'est que on comprend chacun que le but puisse être accordé. Oui, pas de scandale s'il est accordé, pas de autant scandale. qu'il puisse être refusé. Il faut quand même le dire. Ouais, c'est pas. Je suis pas dans un truc. Non, mais on n'est pas du tout. Quand je dis non, c'est pas genre non. Et s'il avait été accordé, ça aurait été. Voilà, exactement. Ça aurait été scandale. C'est important de préciser ça avant de dire n'importe quoi. En fait, là, on va dire n'importe quoi. En fait, pour moi, c'est Dumfries qui gêne Mike Maignan. Ouais. En fait, c'est pas scandaleux que cette décision elle soit prise parce que, en fait, qu'il puisse l'avoir, pas l'avoir, en fait, c'est pas la question, c'est qu'il peut pas plonger. Donc, à partir du moment où le gars il est dans son angle et qu'il puisse pas faire le geste qu'il a envie de faire, à partir de ce moment-là, qu'on me dise il est hors jeu, je dis pourquoi pas. Après, si la règle c'est la visibilité, etc., et est-ce qu'il aurait pu l'avoir ou pas? Mais pour moi, c'est dur. Mais est-ce qu'il aurait pu l'avoir ou pas? Je me dis que s'il y a un mec qui est dans son angle et qui doit plonger et que le gars il est exactement dans la trajectoire de son intervention, en fait, c'est ça, je vois pas comment en fait il aurait pu l'avoir quoi qu'il. Si elle avait été moins forte, il aurait pas pu l'avoir non plus parce que le mec il était dans ses pieds. Enfin. En fait, la règle. Si ça avait été accepté, j'aurais compris aussi parce que ça elle est bien placée, elle est forte et ça change pas diamétralement qu'il soit. Non, on va pas passer une heure là-dessus, mais la règle c'est que il faut que le gardien soit en capacité, soit potentiellement capable, que le joueur soit là ou pas, de l'arrêter. Là, le problème, c'est qu'il n'est pas sur ses appuis, il vient de la droite. Au moment où il se relève et qu'il commence à se pencher vers la gauche, Dumfries, il est à 2 mètres, il n'est pas collé au départ, tu vois. Au moment où il fait ça, le ballon il est au niveau de Dumfries, il est quasiment déjà passé. Donc, personnellement, je pense que Dumfries soit là ou pas, il ne peut pas l'arrêter. Et ça, malheureusement, c'est la règle de l'interprétation de l'arbitre. Pour faire action de jeu dans le règlement, il faut que le joueur soit positionné devant, entre le départ de la frappe et le gardien. C'est-à-dire obstruer la vision de la frappe de Xavi Simons, par exemple. Donc, malheureusement, si on fait la règle, le but doit être accepté. Après, je comprends, je suis d'accord avec toi. S'il se dit « Ah, il y a le mec qui est là », ça me perturbe. Pour moi, il fait action de jeu. Mais selon le règlement, non. Ensuite, il y a un autre truc que je ne vous ai pas dit, que je vous ai gardé pour l'émission, c'est que dans le règlement, la seule possibilité que l'arbitre aille voir la vidéo, c'est pour une action de jeu potentielle. Parce qu'on l'a dit, interprétation de l'arbitre, c'est de voir si le gardien peut, quoi qu'il se passe, arrêter le ballon. Ce qui s'était passé pour Leipzig-Real Madrid en Ligue des Champions. Okay. Or, l'arbitre fait une faute majeure parce que l'arbitre doit aller voir la vidéo. Il ne peut pas se fier juste à ça parce que c'est une interprétation de l'arbitre. Donc c'est à lui d'aller voir la vidéo. Et il n'est pas allé voir la vidéo. Oui, mais ça, c'est une faute de l'arbitre, déjà, quoi qu'il arrive. Oui, mais il y a aussi ce système d'erreur manifeste ou pas. C'est-à-dire qu'au sein du cas régie, ils estimaient que ce n'était pas une erreur manifeste. Oui, mais alors, de ce que disait Lannoy, de ce que disaient tous les mecs qui ont été interviewés hier soir, etc., l'arbitre est obligé, dans la règle, d'aller voir, normalement. Et encore une fois, donc il y a soit la règle est mal faite, soit elle est mal retranscrite, ou alors les arbitres ne connaissent pas toutes les règles. Mais c'est à chaque fois ce dont on observe chaque saison de Ligue 1. Après, c'est étrange parce que c'est toujours après les matchs, tu as des arbitres qui sont hyper érudits sur le sujet et les mêmes, quand tu les retrouves sur le terrain, ils font des conneries aussi. Donc il y a un moment où règle, interprétation, tu vois, la vitesse à laquelle ça va, la pression qu'il y a, il faut peut-être un peu relativiser. Et les mecs, tous les arbitres qui sont sur les plateaux, après, ils ont toujours un avis alors que quand c'est eux, ils veulent jamais expliquer. Donc, non, mais moi, je vous parle du principe que c'est pas scandaleux. C'est pas scandaleux, mais si je suis hollandais, je me dis c'est un scandale. Tandis que si jamais ils avaient accepté le but, j'aurais pas dit c'est un scandale. Donc c'est pour ça que je me positionne. Ouais, mais j'aurais eu le seum quand même et j'aurais trouvé qu'il aurait pu avoir à redire parce qu'il leur est gêné. Donc tu vois, c'est là où je disais, il y a un truc de point de vue, il y a un truc de... Non, mais il y a un truc partisan, forcément, parce que c'est l'équipe que je supporte. Je vais pas être de mauvaise foi. Mais non, je vais pas l'être. Mais d'un autre côté, s'il avait été accepté, j'aurais eu des raisons de me plaindre, je trouve.
Mais bon, oui, mais si le but avait été accepté, bien, Deschamps aurait fait rentrer Mbappé, il aurait mis un doublé, on aurait gagné le match de 1, on voilà, qualifié, voilà, Sarkozy. Donc en fait, il aurait dû accepter le but. Non, rapidement aussi, avant d'enchaîner, un petit mot sur Marcus Thuram. Vous ne l'aviez pas trouvé à son meilleur niveau, ou en tout cas à son aise sur le couloir gauche face à l'Autriche. Là, il était dans une position plus axiale, avec Antoine Griezmann plutôt proche de lui, dans un rôle de 10, 9,5. Comment vous l'avez trouvé? Intéressant? Il avait un rôle de. Non, mais attends, pose une question normale, genre. Soit normal, comme dirait l'autre, mais ça a été très difficile quand même. Pourtant, moi, j'ai l'impression qu'il était quand même à l'initiative, ou en tout cas, il était lié à toutes les meilleures offensives françaises. Avec, il fait, sur les 2 ratés, 2 loupés d'Antoine Griezmann, c'est lui qui fait la talonnade. Il a une grosse occasion qui n'est pas facile. Brice a pris ça t'a titillé. Ouais. Vas-y. Non, toi aussi, tu l'as trouvé plutôt moyen, même plutôt décevant? En fait, je me dis, c'est normal qu'il fasse ça. Enfin, tu vois, s'il ne fait pas ça, il fait quoi d'autre? Tu vois, il a fait 3 bonnes passes dans le match. 3 bonnes déviations qui amènent des actions, je suis d'accord. Mais là où on l'attendait sur aussi... Tu vois, c'est parce que si l'option Thuram versus celle de Giroud, elle est meilleure, c'est parce qu'on se dit il est capable de faire ce que Giroud il fait en remise, mais en plus il est capable de prendre de la profondeur, de mettre de la percussion, amener de la puissance, etc. Là, il a juste fait du Giroud, parce que Giroud il fait très bien ça, de jouer de haut but et de jouer de la tête. Il l'a très bien fait, Thuram, tu vois, la petite talonnade, la remise, c'est très. Mais sinon, dans le reste du match, en fait, je me dis, t'es attaquant, t'as tiré combien de fois au but? Tu vois, tu t'es procuré toi combien d'occasions? Et ça, c'est quand même. Mais ce que veut dire, sur notre fin là-dessus. Pour faire ça, autant faire le Giroud. C'est ça que tu veux dire, en fait. Un peu, ouais. Il y a de ça. Alors, est-ce que Giroud il est capable de tenir un match? Ça, c'est plus compliqué. Mais en fait, je vois pas encore. C'est quoi l'apport de Marcus Thuram qui fait que ça nous fait peut-être passer un palier dans l'animation offensive? Je pense que c'est par défaut. On n'a pas le choix. En fait. Parce que la conclusion, c'était plus, on le fait par défaut. Ouais, parce que si Giroud peut pas jouer le match en entier, du coup, tu mets Thuram parce que c'est le seul neuf qu'on a qui s'est joué à 2 devant en plus, tu vois. Et puis Colomboigny, Deschamps ne prendra pas ce risque-là, je pense, tu vois, de le titulariser, même s'il a fait des bons matchs ici et là avec l'équipe de France. La confiance, elle est quand même pas très là. Il n'y a pas d'absent non plus dans cette liste, tu vois. Il n'y a pas de. Bon, t'as Moussa Diaby, mais Moussa Diaby, très bon joueur, mais c'est un joueur de côté, donc ça n'a pas changé le truc. Moi, j'ai des copains qui me disent je mets Barco là devant parce qu'il prend la profondeur. Mais c'est pas le jeu. Il va pas jouer neuf. Non, mais si, j'ai des copains qui m'ont dit ça. Pourquoi ne pas jouer à 2 avec Barcola qui prend la profondeur? Je dis oui, mais si tu fais ça, malheureusement, tu vas pas garder un ballon devant. Quoi. Tu vois, le bloc va rester trop bas tout le match. Alors, justement, je vais vous demander tout à l'heure votre 11, celui que vous aimeriez aligner face à la Pologne, mais rapidement vos top flops là sur cette rencontre. Jo. Les tops? Ouais. Allez, 2, je t'en demande 2. Comme au premier match. Rabiot Kanté, même si Rabiot a été mal utilisé, je trouve qu'il a su dézoner et sortir de cette zone, comme tu disais, de la ligne pour rayonner. Et pour le coup, tout vient de lui, genre. Après Kanté, parce que Kanté est toujours pareil, une activité phénoménale. Et j'ai l'impression que lui, on se pose pas la question de le reposer, quoi. Tu vois, c'est pour le 3e match. Après, derrière, j'ai toujours bien aimé Koundé, moi, parce que je suis surpris de le voir encore à ce niveau-là. Et plutôt fiable, quand même, sur ce début de compétition. Et après, l'axe central, ils n'ont pas trop été mis, je trouve, en difficulté, même si ils ont quand même 3-4 grosses occasions. Quoi. Donc je m'arrête là, justement. T'es top, à toi. Pour pas dire les mêmes, je retiendrai quand même encore une fois Mike Maignan qui fait très bien le taf sur tout ce qu'il a à faire, qui est décisif, qui a de la présence sur les corners. Enfin, je le trouve vraiment très 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 fort, mais c'est plus une surprise. Et puis si je devais en trouver un deuxième dans ceux que n'a pas cité Jo, je mettrais quand même Saliba, que j'ai trouvé assez intéressant dans la lecture du jeu, dans plein de... Tu vois, là où sur le premier match, il y avait 1 ou 2 fois, il s'était fait un peu avoir, et pareil sur les relances. Je trouvais qu'il était monté en puissance sur ça, et même dans les duels 1 ou 2 fois, tu vois, il se fait pas... Enfin, c'est contre qui, là, à un moment, c'est il y a 2... Non, mais quand il le tient, il y a ça, et il y a même une fois, il est sur le côté, il vient dézonner, parce que Théo Hernandez est monté, donc il vient contrer la frappe, et il l'enferme bien, C'était qui d'ailleurs? Je sais plus, c'est Frimpong, non? Frimpong, moi j'aurais tu vois, il y a une action comme ça. Donc j'ai trouvé
trouvé que Saliba montait vraiment en puissance dans ce deuxième match. J'avais déjà trouvé plutôt pas mauvais dans le premier, dans le deuxième, je l'ai trouvé meilleur. Mais c'est pour en dire d'autres, parce que sinon, j'aurais dit Rabiot, Kanté. Les flops, on les connaît. Les flops, Griezmann, Dembélé, Hernandez aussi. Parce qu'Hernandez, on l'a pas vu, il s'est fait un peu balader par certains moments, je trouve, sur certaines actions. Il a joué très, 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 très haut. Donc, tu vois, j'ai trouvé trop haut, un peu perdu à des moments. Il y a des moments, c'était Rabiot qui était sa place. Ouais, il a compensé plusieurs fois et pour finalement peu apporter offensivement. Donc, tu vois, il y avait la question de Ferland Mendy à un moment. Pour moi, elle est toujours d'actualité, mais j'ai pas l'impression que ça en soit une pour Deschamps, parce qu'il changera pas. Je pense pas qu'il fera sortir Théo Hernandez. Voilà, et après Tchouaméni, que j'ai trouvé somme toute assez moyen, même dans ses choix de renversement, où on l'attendait un peu sur le gelon et tout. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent que c'est Pogba, Tchouaméni. Ouais. Deschamps notamment. Mais Ouais, mais en fait, il a fait le taf qu'il avait à faire, mais parce que c'était pas non plus. On a été surdominant quand même au milieu, ne serait-ce que par le surnombre, et puis par le fait qu'on avait quand même des joueurs relativement titulaires de notre côté versus les Pays-Bas qui composaient un peu au milieu de terrain quand même, avec le retour de Wijnaldum, tu vois, même qui rentre, alors que j'ai l'impression qu'il est plus trop joueur de foot. Tu vois, juste, je reviens sur Tchouaméni. J'ai l'impression qu'il pense que c'est Pogba parce que ce qu'il a fait contre les Pays-Bas, c'est vraiment ce qu'il a fait en 2018. Il a vraiment mis un latéral défensif droit, c'est Koundé, avec Griezmann autour d'un Giroud. À l'époque, c'était Thuram. Matuidi à gauche, c'était Rabiot. Enfin, pour moi, il a idéalisé un peu cette... C'est vrai que les grosses compètes de Didier Deschamps aussi se ressemblent un petit peu. Il fait toujours les mêmes compos et toujours les mêmes animations. Avec un trio offensif de rêve. Ouais, non, mais animation, parce que si tu as un milieu qui est normalement un milieu récupérateur 8, qui se retrouve à jouer sur un côté, sur le côté gauche encore une fois, enfin, je trouve qu'il y a quand même des similitudes dans l'animation. C'était qui défenseur gauche à Coupe du Monde 2018 C'était Lucas Hernandez. Ouais, qui était très offensif en plus à l'époque. Ouais. Donc, il est dans sa zone de confort, Deschamps, à faire ça, mais ça nous rend très prévisibles aussi pour les autres équipes, parce qu'au final, c'est ça qui fait que je pense qu'on ne marque pas, c'est qu'on est quand même assez prévisible, bloc bas, bloc haut, face à nous, on rencontre les mêmes difficultés, parce qu'on identifie assez aisément quand même nos circuits. Donc c'est aussi ça. Et hier, les occasions qu'on se procure, c'est à chaque fois quand on a réussi à mettre de la vitesse dans les transitions. Ouais, c'est quand tu arrives à jouer en une touche ou en deux touches, là tu arrives à te créer des occasions. En revanche, tous les ballons portés, c'est mort parce que c'est on voit à peu près où on va arriver, où ça va aller à gauche et comment ça va repasser. Ils sont trois à gauche, donc on va pas trop aller à droite. Enfin, tu vois, je trouve qu'on est un peu enfermé dans des schémas qu'on connaît, qu'on a déjà vus. Il est juste. Il est juste. C'est à force de traîner avec vous, ça. Ce qui est très bien dans cette émission, c'est qu'on est totalement d'accord de A à Z, mon cher Bobo et moi, sauf sur le but, mais... France-Pologne, vous faites quoi aussi. Qui se mouille en premier? Comment vous jouez? Avec Tu mouilles ta chemise ou pas? Ta chemise Côte de Maille. Ça met du temps à sécher, tu mouilles pas trop. Attention quand même. Alors oui, pardon, bonsoir. France-Pologne. Oui. Tu mets qui? Tu fais quoi? Tu joues comment? Déjà, je joue à 18h, donc à prendre en compte. Donc je m'organise mon agenda. J'organise mon agenda. J'y vais même plus. Qui je mets? Je fais tourner, je mais Ferland Mendy parce que je veux le voir. Je veux voir où il en est, je veux voir ce qu'il peut apporter par rapport à Hernandez qui a été moyen plus. Enfin, un peu décevant en vrai. Ensuite, je veux voir Camavinga toujours. Parce que c'est Camavinga qui s'est donc juste sur tes 4 de derrière, tu changes juste Théo Hernandez. Tu gardes. Non, j'aimerais bien. Alors si c'était moi, c'est ça la question. Je te demande toi. J'aimerais Konaté à la place d'Upamecano, comme je l'ai dit après le premier match. Toujours pas convaincu par Dayot. Ok. Non, mais c'est un très bon joueur, mais je trouve Konaté meilleur. Après, il y a peut-être un truc physique qu'on ne sait pas, mais voilà. Ensuite, c'est tout. Au milieu, je remets Kanté, je remets Rabiot au milieu à 3, et je mets Camavinga en 3e. Je fais souffler Griezmann qui a vraiment besoin de se reposer, j'ai l'impression en tout cas. Et puis il a plus 20 ans non plus. Et devant, je mets une attaque. Je mets Giroud pour essayer, pour voir s'il tient physiquement. C'est important aussi de tester avant les 8e. Et je mets Coman et Barcola, clairement. Voilà. Tu mets pas Mbappé? Non, je ne prends pas le risque qu'il se reblesse plus gravement pour... Justement, on a la possibilité de faire tourner parce qu'on est quasiment qualifié. Et je pense quand même qu'avec cette équipe, il n'y a pas quand même
Tu perds pas au change quand même avec cette équipe. Oui, bon, tu perds Kylian Mbappé. Non, mais je tente de voir Kylian des Mbappé joueurs. d'ailleurs qui a fait l'opposition là, dans la journée face aux jeunes de Paderborn et a priori tout s'est bien passé. Ce que je veux te dire, c'est que je donne une chance à ceux qui sont remplaçants de prendre les places des titulaires qui sont pas bons depuis le début de la compétition. Voilà, c'est l'idée générale. Le message est reçu. Et toi, Bobo, comment tu joues, avec qui, dans quel système? Je pense que je fais tourner un peu derrière, dans l'axe en tout cas. Je remets Konaté pour qu'il ait un peu de temps de jeu, sachant que la Pologne, quand tu vois les matchs de Piatek et Buksha, peut-être il n'y a pas trop de risques à prendre, tu vois. Peut-être le retour de Robert. Sauf si tu as le retour de Lewandowski, après... Peut-être qu'il te faut, tu gardes ça dépend aussi de cette donnée-là, mais qu'on n'aura pas forcément. Donc je ne sais pas s'il fera tourner ou pas. En tout cas dans l'axe, à droite je garde Koundé, à gauche je mets Ferland parce que tu prends pas un gros risque et en même temps tu lui donnes du temps de jeu. C'est pas encore le match des coiffeurs, donc tu fais pas tourner toute l'équipe parce qu'il faut qu'on prenne les points au final. Perdre contre la Pologne, ça serait quand même, tu te mets dans une difficulté folle. Donc tu fais pas faire n'importe quoi. Et après, milieu à 3, je reviens sur le milieu à 3, je fais Kamavinga, Kanté, Rabiot. Okay. On fait pareil, quoi. Je mets Mbappé à gauche, Giroud en pointe et Coman à droite. Ok. Tu libères pas ton Barcola? Il y a un free Barcola qui commence à naître. Je mets Mbappé parce que je le vois pas aligner Barcola d'entrée. Parce qu'il y a quand même un enjeu. Par contre, je mets Coman et je repasse à 3 devant. Il y a quand même un enjeu dans cette rencontre face à la Pologne. Donc déjà, c'est toi qui évoquais ça. Il y a aussi cette volonté de se rassurer. Mais il y a aussi le classement. Alors bon, avec 4 points, on est 90% sûr d'être qualifié maintenant. Il a dit 98 même. 98. Avec les meilleurs troisièmes. Parce qu'on n'a pas de différence de but magnifique. On a plus 1. On a plus 1, ouais. Mais si on finit premier, on affronte le deuxième du groupe F. Le groupe F qui est composé, on rappelle, du Portugal, de la Géorgie, de la Turquie, de la République tchèque. À l'heure actuelle, c'est la Turquie qui est deuxième, puisque le Portugal est premier avec 6 points et la Turquie deuxième avec 3 points. Il y a eu match nul entre la Géorgie et la République tchèque. Si on finit deuxième, c'est le deuxième du groupe E. Groupe E, c'est Ukraine, Belgique, Slovaquie, Roumanie. On rappelle qu'il y a ce soir Belgique-Roumanie. La Belgique qui a perdu sa première rencontre face à la Slovaquie et la Roumanie qui a balayé 3-0 l'Ukraine. Donc on partirait à l'heure actuelle sur... Roumanie-Slovaquie, entre les deux, ça va jouer. Ouais, voilà. Et si on finit troisième, là c'est un peu plus aléatoire, mais c'est soit le premier du groupe E, soit le premier du groupe C, soit le premier du groupe B. Donc en gros, c'est un premier de groupe, donc ce serait soit l'Espagne, soit l'Angleterre. Vous mettez premier ou deuxième, quoi. Oui, voilà. Tu veux pas être troisième. Il faut vraiment mieux être premier, parce qu'on a dit que c'est la partie basse. Sur la partie de tableau, elle est plus simple. Où tu n'as ni l'Allemagne, ni l'Espagne, ni potentiellement le Portugal, donc nos 3 favoris. Et puis tu joues quand même une équipe lambda, soi-disant, tu joues la Turquie, ou... Enfin voilà, donc tu es potentiellement en quart contre... Sachant que c'est pas dit que la Turquie soit qualifiée. Hein. Moi, après la défaite de la Turquie... Non, mais c'est Turquie, Géorgie ou République tchèque. Ouais. Voilà. On a pas mal débriefé quand même cette rencontre de l'équipe de France et ce match nul face aux Pays-Bas. Je pense qu'il faut quand même gagner contre la Pologne 2-3-0, quoi. Si jamais c'est possible. Encore faudrait-il marquer des buts, mon cher. Après, quand je vois que l'Autriche a réussi à en passer 3, je me dis quand même c'est faisable. Il faut marquer des buts. Faut qu'on arrête de... Pour gagner des matchs, c'est peut-être un petit peu mieux de marquer des buts. Je voudrais voir avec vous 2 choses. La première, il y a un match très très important aussi dans le groupe B, le groupe de la mort, on rappelle, composé de l'Espagne, de la Croatie, de l'Italie et de l'Albanie. L'Italie a perdu son deuxième match contre l'Espagne 1-0, même si on a vu quand même une masterclass, un chef-d'œuvre de l'Espagne qui se positionne en véritable favori de cette compétition. La Croatie qui a fait match nul face à l'Albanie, donc il y a un vrai ticket en jeu pour la qualification avec une deuxième place. Comment est-ce que vous sentez un petit peu cette rencontre entre Croatie et Italie? Je te vois rigoler, sourire, Jo. Je suis très inquiet pour la Croatie. Je ne les vois même pas passer en meilleur troisième. Je les vois finir avec au maximum un deuxième point contre l'Italie. La chance qu'ont les Croates, c'est que c'est Albanie-Espagne et on a du mal à voir l'Albanie faire quelque chose contre l'Espagne. Oui, non, mais il faut, pour passer meilleur troisième, il faut quand même être meilleur troisième. Avoir déjà 3 points, ce qui n'est pas le cas. En plus, c'est la différence. Ouais. Tu vois, donc il faut qu'ils gagnent contre l'Italie, sinon c'est mort. Hein. Donc moi, je ne les vois pas gagner contre l'Italie. Après, l'Italie n'est pas non plus monstrueuse, mais l'Italie... Il se passe des choses, quoi. Il y a du mouvement, contre l'Espagne, ils se font massacrer, mais pourtant, ils perdent que 1-0. Il y a quand même ce truc-là où tu as un Donnarumma qui te fait 8 arrêts
Je crois c'est le record de la compétition. Ils vont encore être hyper relous à jouer, les Italiens. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Parce que l'Espagne est à un niveau la stratosphérique. Moi, ils m'ont fait une impression. Immense impression, mais surtout du kiff. Moi, j'ai kiffé à regarder, mais et Isco ne fait pas partie de la liste imaginaire. C'est magnifique à voir jouer. Tu prends beaucoup de plaisir à regarder l'Espagne, où par le passé, le tiki-taka pouvait être quand même très soporifique, parce qu'ils attaquent. Là, c'est de la possession. C'est de la possession pour amener de la vitesse. Enfin, il y a des changements de rythme qui sont incroyables. Donc tout ça pour dire que l'Italie, dans tout ça, ils s'en sortent pas si mal avec cette défaite-là 1-0. Je les ai pas trouvés non plus ridicules, alors que c'était compliqué. Je vois pas comment les Croates vont s'en sortir. Et moi, je suis d'accord avec Jonathan. Je pense que Croatie-Albanie, ça saute en fait du groupe, enfin de la compétition, parce qu'il n'y aura pas de meilleur troisième entre ces deux-là. Ils vont se retrouver avec un point chacun. Voilà, l'Italie va finir à 6, l'Espagne à 9. 6 ou 4, un match nul, ça suffit. Non, moi, je vois l'Italie gagner sur ce match-là. Ok, pas sur cette tombe. Non, mais... Et pourtant, enfin, tu vois, alors... C'est fin de cycle pour les Croates, tu vois, sur cette équipe-là. Ils ont tiré sur la corde. La dernière Coupe du Monde, déjà, je trouve que c'était assez extraordinaire d'arriver au niveau où ils sont arrivés. Là, ils ont exactement quasiment la même équipe avec des mecs en moins. C'est complexe et l'Italie, ça gagnera. Enfin, ça gagnera pas l'Euro, on n'en sait rien. Je pense que ça va être une surprise, l'Italie. Je pense qu'ils vont sortir l'Angleterre en quart, toute personne va s'y attendre. Mais c'est possible qu'ils finissent en quart ou en demi, tu vois. En jouant un peu bon an, mal an comme ils jouent, là, c'est pas incroyable, mais... Parce qu'ils n'ont pas d'attaquant non plus. C'est Scamacca. L'Italie. Non, mais on parlait de la France, c'est quand même compliqué aussi. Non, mais il y a Chiesa, il se passe un truc avec après, les autres marques. On n'a pas beaucoup vu face à l'Espagne. Mais vous évoquiez justement là, les surprises en disant que l'Italie allait potentiellement éliminer l'Angleterre en 8e. Est-ce que vous voyez là, c'est encore un petit peu tôt, mais on a vu l'Angleterre sur 2 rencontres, on a vu le Portugal sur 2 rencontres, la Turquie aussi, la France sur 2 rencontres. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une énorme surprise en 8e? Et forcément, en disant ça, j'ai toujours en mémoire cette élimination de l'équipe de France il y a 3 ans lors du dernier Euro et l'élimination contre la Suisse. Est-ce que vous pensez que... en 8e. Oui, j'ai une surprise en 8e. Je pense qu'en 8e, c'est possible. Après... les Anglais, c'était pas à l'abri. Tu vois, ça pouvait être tout l'un ou tout l'autre. C'est ce qu'on se disait aussi en amont de la compète. C'est que soit il y a un truc où l'histoire s'écrit et c'est incroyable et Bellingham, il marche sur l'eau, etc. Et il arrive à driver tout le monde et à emmener... Soit ça prend pas trop, ils se marchent sur les pieds, ils savent pas comment jouer devant, ce qu'on a vu au premier match, ce qu'on a revu au deuxième match. Et puis tu sors sur un malentendu, mais tu sors quoi. Moi je reste sur mes convictions de départ de Angleterre-Belgique. Belgique, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le match de ce soir. Ouais, mais... ça commence là dans 8 minutes pour être totalement transparent. Mais alors tiens, mouille-toi un petit peu. Est-ce que tu penses que la Belgique va être éliminée dès le premier tour? Non, parce qu'ils ont fait un contenu dans le premier match qui est quand même positif, je trouve. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Lukaku, il y a un côté malchance un peu. Un peu, ouais. Mais contrairement à l'Angleterre m'a beaucoup déçu dans le jeu. Ils n'ont pas d'occasion, c'est laborieux, ils se marchent tous sur les pieds, on en a déjà parlé la dernière fois. Si jamais il y a une énorme cote à tenter, je pense que c'est la Slovénie contre l'Angleterre, tu vois. Où je me dis, sur un match fermé, il peut se faire attraper. Quand tu vois que la Géorgie a failli battre la République tchèque sur la dernière action, tu te dis, pourquoi pas, un truc de zinzin, ça va être ça, quoi. Après, pour les autres groupes, je vois pas le Portugal en difficulté, ils sont qualifiés. Je vois pas l'Allemagne, ils sont quasiment... Enfin, c'est terminé, tu vois. L'Espagne non plus. La surprise, ça peut être les Pays-Bas qui terminent devant la France, quoi, c'est tout. On en revient toujours à ce problème-là. Même si, sur le papier, la rencontre contre l'Autriche est beaucoup plus compliquée, t'es jamais à l'abri de te faire surprendre sur un manque de concentration, sur un manque d'implication, sur un manque de marquage de but, quoi, tout simplement. Tu vois. Donc, à voir, quoi. Ok, bon, et je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, messieurs? Allez, un petit prono sur France-Pologne. Allez, j'ai envie de revenir sur l'équipe de France. Un petit prono. Bon, victoire tous les deux, vous avez annoncé? Ouais, victoire. Mais victoire... Toi, t'avais dit 2-1 pour la France face aux Pays-Bas. Moi, on avait dit tous les deux matchs nuls. T'avais dit combien, toi? Un partout tous les deux. Je me régale sur mon petit prono, si jamais vous êtes sur mon petit prono. Je ne suis pas du tout. Ce matin, j'étais 12e sur la ligue de TIF, là, où il y a 3500 personnes. Un bonheur. Et il y a quoi à gagner? Je crois un maillot de l'équipe de France. Non, j'en sais rien. L'honneur. Un slip de Lucas. Non, mais porté qui plus est. Yes. Porté. Qu'est-ce qu'on voit? On voit pas beaucoup de pénaltys dans cet Euro, je trouve. On voit quelques buts contre son camp, mais pas.
Il y a eu un seul 0-0. C'est nous. Non, pas mal, hein. c'est un Euro qui est quand même extraordinaire. Hein. Ouais. Franchement, il y a des buts de fou, il y a une ferveur de malade, il y a des... Putain, alors ça, par contre... Tu vois ? Ça, par contre, c'est la première fois de ma vie que je vois l'équipe de France faire du bruit dans les stades. Les supporters de l'équipe de France m'ont impressionné hier soir. Ah bon ? Mec, c'était fou. Ils étaient, je crois que c'était 4000, un truc comme ça. Non, 11 000. Je te donne une info ? Dis-moi. Depuis que j'ai des enfants en bas âge, je n'écoute plus les commentaires. Je mets plus le son. Ah ouais, c'est vrai ? Je préfère privilégier une nuit tranquille. Toujours est-il que les supporters français dans le stade étaient moins nombreux. Sur quelle chaîne ? C'est une vraie question. Sur la 6. Ok, moi j'ai regardé sur Xavier Domergue et Christophe Dugarry. Ouais, j'aime bien Xavier Domergue. J'aime beaucoup Xavier Domergue. Très bon. Et Christophe Dugarry, il est très beau en plus, c'est vrai. On l'embrasse, Xavier Domergue. Je trouve Dugarry très bon, je trouve Domergue très bon. Et pourtant, j'ai regardé sur beIN parce que je trouve que la couverture avec le Club Euro de beIN est fantastique. Alors, de toute façon, je laisse. Le seul problème, ils ont tous les matchs. Le seul problème de beIN, c'est que ça lag. Oui, c'est vrai. J'étais chez Jonathan tout à l'heure pour le Portugal et je dis mais chez toi aussi, donc c'est pas que chez moi en fait. Ouais. Et c'est pas que dans le bar où j'étais pour voir Croatie, je sais plus quoi. J'ai l'impression que c'est c'était l'Espagne. Mais ça laguait déjà. On peut ouvrir un débat parallèle ? Allez, vas-y, let's go. Je ne comprends pas les gens qui regardent les matchs dans les bars. Tu peux m'expliquer ? Moi, j'ai besoin d'être dans mon match, de ne pas être... Il y a 2 écoles là-dessus. Je peux comprendre, mais il y a 2 écoles. J'aimerais qu'on m'explique. Tu peux m'expliquer ? Et puis, tout le monde n'a pas la possibilité d'accueillir 10 ou 20 personnes chez soi. Ne me lance pas sur le sujet de dire c'est la taille des apparts et je ne suis pas sûr que tu aies envie qu'on parle de ça. Bonsoir à tous, c'était une super émission. Écoute, je me suis régalé. Vive la France. C'est vrai que là-dessus, il y a 2 écoles. Bon. Non, moi, j'adore l'ambiance pub, j'adore l'ambiance bar, j'adore jeter des bières quand ça marque. Tu vois, c'est... Après, c'est aussi l'occasion de se réunir avec des potes qui n'aiment pas trop aller chez les gens, qui ne sont pas très foot, et tu gardes l'ambiance aussi. Et puis parfois, avec des matchs à 15h, à 18h, avec les horaires du taf, du boulot, hop, tac, t'as pas le temps de rentrer chez toi. C'est plus des histoires d'ambiance. Non. Pendant les grandes compétitions, ça dépend. Mais non, ça c'est après, le rugby, tu confonds. Allez, moi j'étais obligé de la placer. Après même pour l'équipe de France, moi je trouve ça kiffant le côté partage d'émotions. Et moi, j'aime ça, là, qu'il y a un truc de. Moi, je déteste. Tu parles à un glaçon. Tu parles à un glaçon qui n'a pas de cœur. Moi, j'ai besoin de. Moi, t'attrapes des gens que tu connais pas, tu les secoues, t'es content. C'est comme ça. Pas du tout comme ça. Tu payes des bières à des gens que tu connais pas, l'inverse. La vie, tu détestes la vie. Tu l'as dit, tu préfères la mort de toute façon. C'est la vie. Donc j'ai pas donné mon pronostic, mais peut-être que je peux y aller si ça vous intéresse. Non, vas-y, donne ton prono. Mais il n'a pas donné non plus. Je pas donné. C'est vrai. Donne-en alors. L'équipe de Washington. Victoire laborieuse d'un but d'écart, voilà, comme ça. Et j'en profite juste pour vous dire que vous pouvez retrouver tous les mardis soirs et tous les jeudis soirs Boris au Théâtre des Blancs-Manteaux, c'est le mardi, et c'est celui des 2 ânes. Il fait ânes. la même à chaque fois, je me sens. Oui, mais ce sont les 2 meilleures salles de Paris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ton prono ? 2-0. Ok, 2-0. J'ai même pas écouté le tien. 2-0. On s'en fout. Il a dit on s'en fout, il aime la mort, il n'aime pas les gens. Merci les gars, c'était très cool. On se retrouve quand déjà ? On se retrouve très vite. Très vite, évidemment, après la fin de ce premier tour pour savoir qui sera qualifié, qui sera éliminé. Malheur au vaincu. On se retrouve le soir le lendemain du dernier match des poules, c'est ça ? Voilà, bref, vous avez compris, on a bien réfléchi. Eux nous retrouvent. Voilà, bref. Salut tout le monde, merci, vive l'Euro, vive la France, et voilà, vive la vie. Allez, ciao. Le football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.